Ariane Billéran, bonjour. Bonjour Carl Zéro. Je vais commencer par d'abord m'expliquer. Je voudrais revenir sur un petit coup de sang que j'ai eu chez Pascal Pro. C'était peut-être le fait qu'il était tôt le matin, ou peut-être que j'étais stressé, ou peut-être que globalement Pascal Pro m'agace, mais je me suis mal exprimé et je crois que vous en avez été fort mari quand vous avez vu ça. En J'étais fait, très moi, fâchée, j'étais fâchée contre vous. eh bien, il J'étais faut pas, fâchée, parce fâchée. que... Non, il faut pas, je m'explique. Moi, j'étais conscient, et je suis conscient, que les gosses, à partir de 6-7 ans, aujourd'hui, ils ont tous des portables. Et sur ces portables, eh ben, au gré de leur petit surf, ou parce que des petits amis mal intentionnés leur indiquent quels sites aller voir, ils peuvent tomber sur des sites pornographiques. Et donc, dans ma bonne foi, vraiment, et dans mon allant, je disais, il faut que l'école, les parents expliquent aux gosses que c'est pas normal et que c'est pas quelque chose d'habituel et essaye de leur faire envisager la chose de façon à ce qu'ils soient pas trop choqués quand ils vont le voir. Et de là, on m'a pris pour un de ceux que vous pourfendez, un des diables de l'OMS, qui était pour inculquer l'éducation sexuelle aux enfants dès l'âge de 3 ans. Donc, je suis désolé, je me suis mal exprimé, c'est des trucs qui arrivent. Vous pouvez pas m'en vouloir. Et du coup, vous me donnez la parole, ce dont je vous remercie. Je vous donne la Voilà. parole parce que justement, c'est l'occasion de montrer que je soutiens ce que vous pensez. Tout a commencé en 2017 avec votre livre qui s'appelle L'imposture des droits sexuels. Et le sujet, si on veut le décrire, vous le dites vous-même, c'est l'une des plus grandes escroqueries, des plus grandes arnaques historiques et scientifiques de tous les temps et qui fait encourir à nos enfants et nos petits-enfants, dans mon cas, un danger immense. Oui, ce qu'il faut comprendre, alors peut-être de quelques mots sur mon parcours, je pense que c'est important pour les gens. Savoir Moi, qui au vous départ, êtes, d'où vous venez et qui vous autorise voilà, à parler. absolument, de quelle place je parle. Au départ, je suis psychologue clinicienne professionnelle pour l'enfance maltraitée. D'accord, c'est ma spécialisation du départ, donc je sais très bien ce qui se passe dans les institutions. J'ai fait de nombreux signalements, je sais les dysfonctionnements de la protection de l'enfance et ça m'a mené à écrire un livre. J'écris beaucoup de livres, mais j'en ai écrit un en particulier qui s'appelle Psychopathologie de la pédophilie avec ma collègue Amandine Lafargue. Ce livre, on l'a écrit en 2012 chez Duno, éditeur universitaire. Il est paru en 2013. Nous savons de quoi nous parlons. J'ai aussi, pendant des années, donné des formations pour la prise en charge de la délinquance sexuelle au sein de l'administration pénitentiaire. Et en dehors de cela, j'ai une solide formation en philosophie morale et politique et lettres classiques, donc latin grec à l'ENS, et un doctorat de psychopathologie sur la psychose adulte. J'ai aussi ensuite sillonner les entreprises pour enquêter quand il y avait des plaintes de harcèlement, ce qui m'a conduit aussi à faire beaucoup d'expertise pour la justice sur le sujet. Là, c'est plus sur le domaine des adultes. Mais disons que j'ai une connaissance dans le psychisme de l'enfant et une collègue, Valérie Chénard, en 2016, m'a alertée sur ces textes de l'OMS. Et je dois dire que là, c'est de la haute voltige en termes de manipulation rhétorique. Ce sont vraiment des textes extrêmement toxiques. Alors, dans mon livre L'imposture des droits sexuels que j'ai fait paraître en 2017, j'ai essentiellement étudié deux textes majeurs qui sont les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs, c'est le titre du document, et la déclaration des droits sexuels, qui est un autre document du planning familial international sur lequel s'appuie l'OMS. Donc, ce sont deux documents dont on nous a expliqué qu'ils étaient consultatifs, mais en réalité, on le verra plus tard tout à l'heure dans l'interview, j'expliquerai pourquoi ils ne le sont pas. Et ces documents confondent absolument tout, n'interrogent jamais le psychisme de l'enfant et la protection de l'enfance, et au contraire partent du principe que l'enfant serait sexualisé dès la naissance et que ça serait à nous, adultes, de les initier à la sexualité. Alors, on verra peut-être les origines de tout ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'éducation sexuelle est un terme déjà qui est complètement vérolé et qui vient, on parlera sans doute de cette arnaque des officines de Kinsey, de la fameuse pédagogie sexuelle, mais ça part du principe que l'enfant aurait une sexualité, petit homme, et que nous, notre devoir, notre rôle serait de le conduire à la sexualité. Or, nous, psychologues ou pédopsychiatres, nous savons que l'enfant a une sensorialité, mais il n'a pas de sexualité. Et pire, j'étais en train de regarder d'ailleurs hier un doctorat sur le sujet, que de montrer des images à caractère sexuel ou
de donner des termes crus à des enfants qui concernent toute la sexualité adulte a pour effet de créer de l'effraction traumatique chez l'enfant, ce qui a pour effet, et ce doctorat le démontrait très bien, de les conduire à des addictions sexuelles et à des conduites impulsives ou délinquantes. Donc voilà, en gros, le programme de l'OMS consiste à sexualiser l'enfant dès la naissance et à nous expliquer que c'est scientifique et à nous expliquer qu'il va falloir le concours, en gros, de tous les professionnels, y compris les instituteurs, mais également tous les professionnels qui sont dans les structures socialisantes de l'enfance, parce qu'on le verra, ces textes ne concernent pas que l'école. L'OMS, c'est loin, c'est un machin, comme disait De Gaulle. En quoi ça touche réellement nos enfants dans les écoles en France aujourd'hui? Ce qu'il faut bien comprendre, on parlera de la scientificité de ces textes, c'est qu'il y a une allégeance, on l'a vu déjà avec l'épisode politico-pandémique, j'ai envie de l'appeler comme ça, il y a une allégeance de la France à l'OMS, des pays en général à l'OMS. Alors, par exemple, on a eu un discours, je vais le retrouver pour bien le citer, on a eu un discours de Macron en mai 2022, qui nous dit qu'il faut soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. C'est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle. Et donc, la France soutient une approche une seule santé. Et il faut donner davantage de moyens à l'OMS. Je vous appelle, chers collègues, à soutenir sans relâche l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permettre collectivement d'avoir une réponse coordonnée, unie et solidaire. C'est ce qu'a fait la France en doublant ses contributions à l'organisation pendant la crise. Alors, comment ça se passe dans les faits ? Dans les faits, nous avons un document qui s'appelle « Les standards pour l'éducation sexuelle en Europe », un cadre de référence pour les décideurs, dans lequel il y a une matrice qui considère qu'il y a des enseignements à donner aux enfants à partir de l'âge de 0 ans. Ces enseignements sont extrêmement problématiques. Ils sont absolument l'inverse de ce qu'il faut faire au niveau de la psychologie du développement de l'enfant. Par exemple, il y a l'enseignement de la masturbation à 4 ans, l'enseignement du plaisir sexuel, l'enseignement des relations sexuelles à 6 ans. Je vous prendrai peut-être d'autres exemples. Le but de cet enseignement, c'est développer le potentiel sexuel de l'enfant. C'est clair quand même comme objectif, c'est écrit comme ça dans les textes. Et l'adulte doit être partenaire de l'enfant pour l'aider à développer son potentiel sexuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce document n'est pas que consultatif. En réalité, la France est liée à l'OMS par des contrats et doit appliquer la politique de l'OMS. L'OMS a produit ce document. Ce document est repris dans son contenu. Il n'est pas forcément cité. Par exemple, il était cité avant sur le site de Canopé et à force de pression, effectivement, de militants anti-pédocriminalité, il a été retiré. C'est assez clair, c'est suite à des mouvements qu'il y a eu beaucoup sur Internet et cette référence a été retirée. Mais le contenu n'est pas retiré. Et donc, le ministère de la Santé s'appuie sur l'idéologie de l'OMS de l'enfant sexualisé pour, par voie de contrat que le ministère de la Santé a avec les écoles, avec le ministère de l'Éducation nationale, pour rentrer dans les écoles en diffusant cette idéologie. Cette idéologie, c'est aussi l'idéologie de l'enfant qui serait pour être consentant à une sexualité avec un adulte selon ses capacités évolutives. C'est écrit comme ça dans les textes. Il n'y a aucune protection contre la pédophilie, aucune protection contre la pédocriminalité, je sais que c'est un terme que vous préférez, dans ces textes. Au contraire, il est question de sexualiser l'enfant et que les adultes soient partenaires dans cet enseignement. Cet enseignement, ce ne sont pas les 3 petites classes d'éducation sexuelle qu'on nous a indiqué. Il y a un premier circuit qui est venu par l'éducation nationale, qui est au fond ce qu'on a reçu nous, a priori, vous et moi, comme enseignement, où on était assez mal à l'aise pendant le cours qui nous était fait au collège, en général au fin de collège. Mais en réalité, cet enseignement, il est déjà diffusé par des formations qui vont faire l'apologie de cette idéologie, de l'enfant sexualisé, avec des formateurs à l'éducation à la sexualité, avec des instituteurs, des professeurs qui sont formés à cette idéologie. Et de la même façon, il y a dans
dans le ministère de la Santé, il n'y a pas que l'école qui est concernée, ce sont toutes les structures associatives, toutes les structures socialisantes de l'enfant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un transfert de pouvoir du national au supranational, c'est-à-dire de la France, du gouvernement à l'OMS, pour tous les sujets de la santé. On a la santé, une sous-catégorie de la santé selon l'OMS qui est la santé sexuelle, une sous-catégorie qui sont les droits sexuels et reproductifs, qui concernent aussi la reproduction artificielle, etc. Et dans cette sous-catégorie, on a l'éducation sexuelle qui est censée mener au droit sexuel. Le droit sexuel, c'est le droit à la sexualité pour tous, sans discrimination, ni par l'âge, il faut bien comprendre, droit à la sexualité pour tous, sans discrimination, ni par l'âge, ni par l'orientation sexuelle, y compris la pédophilie, bien sûr. C'est la porte ouverte, évidemment, à admettre la pédocriminalité à court terme. Si on éduque les enfants en leur disant qu'ils sont sexués, même tout petits, qu'ils ont des orientations sexuelles et qu'ils ont le droit d'avoir des rapports avec des adultes, alors on marche sur la tête, Ariane. Mais c'est bien ce que je dis depuis 2017, on marche sur la tête. Alors, je vais vous prendre pour que les gens aient des exemples. Alors, ces droits sexuels, ça marche au chantage avec l'OMS. C'est-à-dire qu'en fait, il est bien écrit que les États et les représentants qui refusent l'intégration explicite et complète de la santé des droits sexuels et reproductifs dans l'agenda du développement, et en particulier l'éducation formelle et non formelle, l'information et le dialogue, en particulier avec les jeunes autour des questions de sexualité et de reproduction, des relations genrées de pouvoir, d'orientation sexuelle et d'identité de genre, se privent de leviers déterminants pour sortir de la pauvreté et atteindre un développement durable. C'est-à-dire qu'on va mettre la pression sur les États s'ils n'appliquent pas ces droits sexuels. Alors, dans ces textes, bien sûr, il y a des mentions sur le fait que les lois des États devront se soumettre à la politique de l'OMS. Donc en fait, il n'y a même pas, c'est une obligation de résultat, il n'y a même pas de possibilité d'indépendance ou de souveraineté nationale sur cette affaire. Alors simplement, pour vous donner une référence précise sur la légalisation progressive de la pédophilie, bien sûr, c'est quelque chose, alors voilà, déjà, une définition que je donne dans mon livre déjà de 2017 de ONU-SIDA, donc de l'ONU. Il faut savoir que l'OMS est une sous-catégorie aussi de l'ONU. On entend par discrimination tout acte ou comportement ayant pour but ou pour effet de compromettre la jouissance par tous les individus. Et bien entendu, oui. Ça c'est discriminant. Alors, on a aussi une autre affaire là, qui est sortie, un rapport de mars 2023, du 8 mars 2023. C'est la dépénalisation des actes pédocriminels promu dans un rapport de l'ONU en date du 8 mars 2023 sous couvert de protection des droits de l'homme. Donc, en clair, l'idée qu'un adulte ait une attirance sexuelle pour un enfant, ce serait un penchant comme les autres, ce ne serait pas un comportement criminel. Et donc, ONU-SIDA et le Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans ce rapport, exigent l'application du droit international des droits de l'homme au droit pénal en recommandant la dépénalisation des délits liés, je vais citer, au sexe, à la consommation de drogue, au VIH, à la santé sexuelle et reproductive, donc on y est bien, au sans-abrisme et à la pauvreté. Et il appelle à la dépénalisation donc des relations entre adultes et mineurs à condition que ces derniers soient consentants. Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas du tout entendu parler ? Il y a un plafond de verre dans les médias. Moi, je m'en suis aperçue en 2017. C'est-à-dire qu'en fait, les médias traditionnels, les médias officiels, disent une partie de la vérité, mais ne disent pas toute la vérité. Je me souviens, ça m'avait marqué, il y avait un article je crois que c'était Libération, je ne sais plus, un moment où il y avait les histoires avec Marlène Schiappa, qui nous avait expliqué, non, l'école n'enseigne pas la masturbation à 4 ans. C'est une vérité partielle. C'est-à-dire, ce n'est pas l'éducation nationale qui enseigne la masturbation à 4 ans, c'est effectivement les directives de l'OMS qui passent par le ministère de la Santé, qui, lui, forme des équipes selon ces directives de l'OMS, et donc ce fameux document standard pour l'éducation sexuelle en Europe, un cadre de référence pour les décideurs. Quelle est l'origine de textes aussi pourris ? Comment c'est possible ? C'est sorti du cerveau malade de Kinsey, au départ. C'est sorti de... Alors,
on a une ramification. J'ai fait beaucoup de recherches pour comprendre, parce que personnellement, j'hallucinais complètement de lire ces textes. J'hallucinais tellement que je me suis dit, je vais les lire en anglais et en espagnol, parce qu'il doit y avoir une problème dans la traduction. Malheureusement, non. C'est des fois pire. En espagnol, à 6 ans, c'est bien écrit, relations sexuelles avec pénétration. Il y a une précision supplémentaire par rapport au texte français, par exemple, dans les enseignements. Alors, bien sûr, c'est des enseignements qui conduisent à standardiser la sexualité sur la base d'un concept qui serait l'enfant serait sexualisé dès la naissance. Et cette idée-là, elle est née, en fait, chez Kinsey. Alors, Kinsey, c'était un entomologiste, alors il était spécialiste des insectes, mais Rockefeller lui a confié une grande recherche sur la sexualité humaine à l'université d'Indiana, et il a débloqué les financements qu'il fallait à cet homme. Alors, la suite, je viendrai quand même sur Kinsey, ce sont été des recherches pédocriminelles. Nous le devons, la connaissance de tout ça, nous la devons à une femme absolument admirable, aujourd'hui décédée, qui est Judith Reisman, qui était professeure américaine, qui a travaillé pour le département de la justice américain, et qui s'est rendu compte, à force de recherche, que l'échantillon Kinsey pour travailler sur la sexualité humaine, et elle a rencontré des témoins, et puis après je vais vous prendre quelques exemples de ces personnages, eh bien l'échantillon, c'était sur 4120 hommes, 3526 étaient des déviants sexuels avérés, dont 1600 délinquants sexuels et psychopathes incarcérés. Donc voilà l'échantillon pour étudier la sexualité humaine. Donc il y a eu des viols de nourrissons. Dans le livre même de Kinsey, Le comportement sexuel de l'homme, si tant est qu'il n'ait pas été coupé, parce qu'aujourd'hui maintenant on coupe des passages, je me suis aperçue qu'on coupe des passages de livres aussi qui deviennent gênants, eh bien ces recherches ont impliqué l'exploitation de 1475 nourrissons et garçons en vue d'obtenir des informations sur le prétendu orgasme des nourrissons et des enfants. Alors, avant d'aller dans la définition de l'orgasme selon Kinsey, on comprenne bien de quoi ça parle, je voudrais quand même dire que dans ce qui se passe, c'est qu'il y a une référence qui est utilisée par l'OMS, qui est SIECUS, S-I-E-C-U-S, qui c'est la Sexuality Information and Education Council of the United States. Ça a été créé en 1964. C'est l'organe de pédagogie sexuelle de l'Institut Kinsey. Ça a été dirigé au départ, vous savez savoir, ça a été dirigé par exemple par des différents collaborateurs. On a un collaborateur, Wardell Pomeroy, qui a fait la promotion de la zoophilie, par exemple. On a un autre collaborateur, alors à qui on doit la création de la théorie du genre, John Money, qui a prôné la pédophilie dans un journal, PIDCA, Journal of Pedophilia, en septembre 1987. Le Times Magazine a estimé que tout l'Institut Kinsey était en fait un lobby pro-inceste. Et il l'a écrit, enfin je veux dire, ce sont des choses qu'on trouve. Alors, dans ses collaborateurs également, il y avait un certain Paul Gebhardt qui, dans un ouvrage, Ethical Issues in Sex Therapy and Research, a écrit « Un exemple de notre nature criminelle est notre refus de coopérer avec les autorités pour arrêter un pédophile que nous avions interviewé et qui était recherché pour crime sexuel sur un enfant. » Alors ça, c'est la référence scientifique, l'une des références dites scientifiques de l'OMS. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces textes, il y a l'utilisation du terme partenaire, qui moi m'a extrêmement interrogée. Eh bien, c'était le terme utilisé dans les recherches Kinsey pour masquer en fait les viols et les transgressions sexuelles que commettaient ces adultes sur les enfants. Évidemment, le terme partenaire laisse suggérer qu'il y aurait une entente. Alors, on a aussi mis dedans le planning familial international, notamment Mary Calderon, qui a été directrice médicale du planning familial et qui est devenue la première présidente de SIECUS. Alors, cette dame, je vous retrouve une petite citation quand même assez intéressante de cette dame. En 1980, lors d'une réunion, la réunion annuelle de l'Association des médecins du planning familial américain, elle a expliqué qu'il était vital je la cite, de permettre de façon très large et profonde la prise de conscience de l'importance vitale de la sexualité des nourrissons et des enfants, et que c'était l'objectif principal de SIECUS. Alors, SIECUS, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un lobby extrêmement puissant qui est rentré dans les écoles américaines. Et alors, par ailleurs, l'Institut Kinsey, en fait, est également promu à l'ONU. D'accord ?
Donc, c'est quand même, j'ai oublié de vous dire aussi un petit détail important de Pomeroy, donc l'un des collaborateurs principaux à l'origine de Siecus. En 1980, il a témoigné en faveur d'un pornographe au cours d'une affaire judiciaire et il a reconnu qu'il avait recherché des fonds de la part de la pornographie pour produire sa propre pornographie impliquant des enfants. Voilà. Alors, Siecus a eu pour objectif de créer l'éducation sexuelle. Le terme éducation sexuelle, éducation à la sexualité a été créé dans ces officines-là. C'est la première raison pour laquelle il me semble qu'on doit aujourd'hui complètement le rejeter, au-delà du fait que c'est un terme paradoxal, puisque la sexualité étant une pulsion et pas des moindres, elle ne doit justement pas être réveillée avant l'heure, parce que sinon ça crée des dégâts psychiques considérables et ça empêche l'enfant dans son développement psychique, émotionnel, intellectuel, spirituel, etc. Un enfant que vous avez fracté avec des images pornographiques ou de sexualité crue d'adulte, eh bien, il ne sera plus exactement en capacité d'étudier comme d'autres enfants. Hein. Donc, il faut quand même comprendre les dégâts que ça peut faire. Il y a un rapport, donc ils ont créé du matériel pédagogique qui est du matériel d'incitation à la sexualité. Il faut bien comprendre que ceci n'a rien à voir avec de la prévention. Nous sommes bien d'accord. Enfin, moi, si je suis ici et si je me suis mis dans ce sujet qui ne me rapporte que des ennuis, eh bien, c'est parce que je suis soucieuse de la protection psychique des enfants. Je suis soucieuse, précisément, qu'on préserve leur innocence et qu'ils puissent grandir en toute sérénité dans un environnement protecteur. Et qui, donc, de ce fait, parce qu'ils ont un environnement protecteur, ils pourront avoir une sexualité épanouie adulte. Parce que ça va ensemble. Si on a été fracté petit, on n'aura pas une sexualité épanouie adulte. Je voudrais juste terminer sur un tout petit point. Dans un rapport de l'American Legislative Exchange Council, en avril 2004, il a été clairement illustré la connexion entre Kinsey, Siecus, le planning familial, et dénoncer les études de Kinsey comme étant des sciences de pacotille qui sont enseignées aux enfants américains par l'éducation sexuelle. Donc tout ça, on le sait quand même depuis longtemps. Il se trouve que malheureusement, ces lobbies ont beaucoup de pouvoir et qu'à la fin des années 90, le gouvernement fédéral a désigné Siecus aux États-Unis comme évaluateur en chef de tous les programmes d'éducation sexuelle aux États-Unis. Quel président? C'était sous Clinton? 1990. Là, il faudrait... J'ai peur d'une bêtise. 90, j'avais 12 ans. Une question que je me pose, c'est j'ai entendu dire qu'autour de Kinsey, il y avait également d'anciens nazis qui avaient été récupérés par les Américains à la fin de la guerre, qui étaient de pseudo-savants, et qui ont encouragé Kinsey dans cette recherche. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en remontant le fil, donc ce que Judith Reisman a fait, et ce que j'ai aussi continué à faire au niveau des financements et du nazisme, mais également, vous pouvez aller il y a des articles sur le site de dondebamos.com sur les financeurs de l'éducation sexuelle et des droits sexuels, c'est très intéressant, on trouve des ramifications. Aujourd'hui, Bill Gates finance les droits sexuels, c'est très important de le savoir, en outre qu'il finance l'OMS, et puis de tas d'autres choses que vous savez. Eh bien, les nazis avaient promu déjà cette nécessité idéologique de montrer beaucoup de pornographie aux enfants. Ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il y avait quand même des journaux de l'époque qui titraient sur les viols qui pouvaient se passer dans les jeunesses hitlériennes. Il faut savoir que beaucoup de chefs nazis étaient en fait des pédophiles, donc clairement, et qui encourageaient le viol en particulier des petits garçons, parce que tout simplement, ça fabrique des guerriers. C'est pas une méthode nouvelle de dissocier, de créer de la haine par le viol sur les petits garçons en particulier. Et donc, Rockefeller avait tout un réseau de nazis qu'il continuait de fréquenter. Et notamment, il y a eu un nazi, Frank Balusek, qui a été utilisé dans les recherches de Kinsey. Alors lui, il a été condamné, c'était un officier nazi. Et tout le monde savait, il a transmis ses recherches en fait sur ses propres viols, les viols qu'il commettait à Kinsey, qui les a donc pris en compte en tant que recherche. Tout ça a été quand même titré dans les journaux officiels de l'époque. C'est pas quelque chose. Voilà, par exemple, le National Zeitung, 15 mai 1957. Les nazis savaient que Frank Balusek, donc l'officier nazi, laissait libre cours à ses penchants anormaux dans la Pologne occupée avec les enfants polonais qui devaient choisir entre Balusek et les chambres à gaz. C'est-à-dire, en clair, Balusek leur disait soit je te viole, soit je te t'envoie dans les chambres à gaz. En fait, il faisait les deux.
Après la guerre, les enfants étaient morts, mais Baluzek était vivant. Aujourd'hui, le tribunal a 4 agendas dans lesquels il a consigné ses crimes contre une centaine d'enfants. Il envoyait régulièrement les détails de ses expériences au chercheur américain Kinsey, spécialisé dans la sexualité. Ce dernier entretenait avec Baluzek une correspondance régulière et intense. On a le Tagesspiegel, journal allemand aussi, 1er octobre 1957, qui dit que Baluzek correspondait avec l'Institut américain Kinsey depuis un certain temps et recevait aussi de leur part des livres qui traitaient de la sexualité des enfants. C'est clair? Ça, pour être clair, c'est clair. Mais alors, à qui profite le crime? Quel est le but de tout ça, Ariane? J'ai envie de citer Judith Reisman, qui me disait régulièrement, les gens ne savent pas à quel point ce ne sont pas les gens bien qui dirigent le monde. Donc, si on décriminalise ses propres crimes, ben, c'est ça le but. Le premier but. Le deuxième but, il est très clairement, moi j'ai dénoncé la dérive totalitaire, je l'ai donné comme sous-titre à mon livre, l'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Pourquoi? Mais c'était en 2017, évidemment tout le monde m'a rayonné en 2017. Moi j'avais lu les textes, donc j'ai compris ce qui se tramait. J'ai une formation à très haut niveau en philosophie politique, je sais ce que c'est que le totalitarisme, j'ai lu ces textes, j'ai compris qu'il s'agissait ni plus ni moins d'une dissociation de masse traumatique de masse des enfants, qu'à partir du moment où on les a dissociés par des effractions traumatiques par les adultes qui deviennent des séducteurs et des initiateurs et même des pédophiles qui s'ignorent appliquant un programme de l'OMS, eh bien, tout simplement, nous allons en faire des objets consommateurs, de pornographie, parce que c'est à ça que ça va mener à l'addiction pornographique, c'est-à-dire à une impuissance sexuelle. Ça, c'est une réalité. La pornographie conduit la majorité des gens qui en sont addicts à une impuissance, puisque tout ne passe plus que par le visuel, il n'y a plus d'imaginaire, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de capacité émotionnelle. Donc ça, c'est en général, moi, tous les patients qui ont une addiction à la pornographie, ils ont un problème d'impuissance. Donc c'est quand même assez clair. Et ensuite, ça va créer cette dissociation traumatique, c'est tout simplement du contrôle mental de masse. C'est-à-dire que vous voulez implanter un état totalitaire mondial, eh bien, transgresser, traumatiser les gens en permanence. C'est ce qui se passe depuis 2020. Sauf que là, ça concerne les enfants et on demande la participation de la population avec un endoctrinement idéologique. Si vous avez lu Le meilleur des mondes d'Huxley, eh bien, nous sommes dedans.